ou écoutez Radio Afrique Santé. C'est simple, nous sommes partout sur le net à l'adresse www.radioafriquesanté.com et sur nos applications gratuites à télécharger dans Google Play et Apple Store. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes avec vous partout, ne manquez plus une seule information. N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. En termes faciles, le monde entier a célébré le 2 mai dernier la journée internationale de l'asthme. Cette journée est devenue un événement annuel reconnu, attirant l'attention des professionnels de santé et du grand public. À cette occasion, nous consacrons ce numéro de votre émission à l'asthme. L'asthme, que comprendre? C'est bien évidemment le thème autour duquel nous allons échanger cet après-midi. Et pour en parler, je reçois pour vous, fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, Ronel Rondekan. Il est médecin. Bonjour, docteur Ronel, et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Le décor ainsi planté, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant, on marque une pause. en termes faciles, Docteur, qu'est-ce que l'asthme pour commencer? Bon, pour commencer, je dirais que l'asthme, c'est une inflammation des bronches. Avant toute chose, il est important de savoir ce que sont les bronches. Bon, les bronches, il s'agit de conduits qui permettent le passage de l'air depuis les narines jusqu'au niveau des alvéoles, au niveau des poumons. Et donc, ça va intervenir dans l'approvisionnement de l'organisme en oxygène. Donc, au niveau de ces tuyaux qu'on appelle les bronches, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'inflammation. C'est-à-dire que le calibre de ces bronches-là va diminuer. Il y aura une sécrétion de liquide qu'on appelle le mucus, qui est normalement un liquide qui est fait pour nettoyer les bronches, pour permettre à l'air d'être plus pur. Mais là, ce sera produit en quantité exagérée. Il y aura aussi, bon, comme je l'ai dit, une augmentation de volume de la muqueuse, c'est-à-dire le tissu qui est à l'intérieur des bronches va augmenter de volume. Donc tout ça va faire que l'air ne va plus correctement aller au niveau des poumons. Donc la personne va ressentir une gêne à la respiration et c'est ça qui définit la crise d'asthme. Et quels sont les signes qui permettent de reconnaître une crise d'asthme? Vous en parliez. Oui, bon, les signes qui permettent de reconnaître une crise d'asthme, déjà, il faut savoir que la personne aura des difficultés à respirer. Ça, c'est commun chez toutes les personnes qui présentent la crise d'asthme. Donc, à part ces difficultés à respirer, nous aurons en plus de cela comment je dirais, la difficulté à respirer. Après la difficulté à respirer, nous avons peut-être aussi des écoulements nasaux. Donc, il y aura des écoulements au niveau du nez. Après ces écoulements au niveau du nez, il y aura une baisse de la fréquence respiratoire. Donc, la personne va respirer plus lentement que d'habitude. Et on va remarquer à la fin de la respiration, donc quand il expire, on aura un sifflement. Donc ça, c'est les signes qui caractérisent vraiment la crise d'asthme. Et il faut savoir que en plus de ces signes-là, la personne va ressentir d'autres choses, mais ces autres signes sont dus plus au manque d'air. Donc comme il n'y a pas suffisamment d'air, le cœur n'aura plus suffisamment d'approvisionnement en oxygène, donc la personne va ressentir une gêne au niveau de la poitrine, sensation d'oppression. Des fois, même quand la crise est assez grave, ça peut aller jusqu'à une sensation de mort imminente. La personne peut penser que, voilà, d'un moment à l'autre, elle va nous laisser. Et dans la majorité des cas, quand la crise commence à se
à se résoudre d'elle-même, ou bien quand on met le traitement que la crise se résout, la personne va commencer à émettre des crachats spécifiques. Et ces crachats maintenant sont le signe que la personne est en train de finir sa crise d'asthme dans la majorité des cas. Donc c'est un peu ça pour les signes. Donc, plusieurs signes permettent de reconnaître une crise d'asthme, et à savoir, vous avez notamment parlé de la difficulté à respirer, des écoulements au niveau du nez et une baisse de la fréquence respiratoire. Quelle est la principale, ou quelles sont les principales causes ou facteurs déclencheurs de l'asthme? Déjà, il faut savoir que l'asthme, ce n'est pas une maladie qu'on attrape comme le palu ou autre. C'est une maladie qui se transmet de manière héréditaire ou bien qui est acquise suite à une allergie que la personne a déjà. Donc, il n'y a pas de cause vraiment à l'asthme. C'est génétique. Oui, c'est génétique dans la majorité des cas. Oui, c'est génétique. Donc, quand quelqu'un a l'asthme, il faudra rechercher la notion d'asthmatique dans la famille, la notion d'allergie dans la famille. Si dans la famille, les gens se grattent souvent le nez, se mouchent beaucoup, ont des allergies à des substances données, mais on ne peut pas attraper l'asthme comme on attrape une maladie infectieuse. Voilà. Ce n'est pas contagieux. Ce n'est pas du tout contagieux. D'accord. Est-ce que l'asthme peut toucher tous les âges? Oui, déjà il faut savoir que l'asthme, c'est une maladie chronique. Quand on est diagnostiqué de l'asthme, on vit avec jusqu'à sa mort. On ne peut pas dire j'ai fait de l'asthme et c'est passé. Non, j'ai fait de l'asthme et l'asthme a été contrôlé, donc je ne fais plus de crise. Donc c'est ce qu'on dit. Donc après, comment je dirais ça? Bon, je reprends depuis ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc l'asthme, ça touche tous les âges. Oui. Mais préférentiellement, on remarque qu'il y a des crises d'asthme qui sont plus remarquées chez les enfants, les adolescents. Et quand on atteint l'âge adulte, si le sujet est bien traité, bien suivi, on observe une régression des crises. Parce que pour un sujet vieux, par exemple, on a des épisodes d'asthme qui peuvent même passer inaperçus. Donc c'est plus chez les enfants et chez les adolescents qu'on remarque le plus les crises d'asthme. À partir de l'âge adulte, si c'est bien suivi, ça se normalise et on n'en entend plus parler. Ok, d'accord. Et le diagnostic, comment ça se passe chez une personne atteinte? Bon, une personne atteinte d'asthme, le diagnostic, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord le volet clinique. Bon, le volet clinique, c'est la personne qui va venir nous voir parce que, voilà, elle a fait des crises, elle n'arrive plus à respirer, ça dure longtemps avant qu'elle ne se retrouve. On va remarquer des signes. Oui, à remarquer les signes que je viens de citer plus haut. Donc, si la personne remarque ces signes-là, elle vient en consultation, ou bien la personne peut venir en consultation pour toute autre chose. Et c'est en fouillant dans son patient, on se rend compte que, tiens, cette personne-là, il semblerait qu'elle fasse de l'asthme. Donc, le personnel de santé, le médecin, va procéder à un examen. Bon, l'examen le plus couramment utilisé pour la crise et pour diagnostiquer les asthmatiques, ça s'appelle l'examen fonctionnel respiratoire, le FR. Donc, le FR va permettre de voir le volume d'air que la personne est capable d'inspirer et d'expirer par rapport à ce même volume pour une personne normale. Donc, on a les standards pour une personne normale et on a les valeurs que la personne même va donner. Donc, si on constate que le FR est en dessous d'une valeur seuil, là, on va dire que cette personne est quand même plus sujette à des crises d'asthme, donc on peut la diagnostiquer comme étant asthmatique. L'examen fonctionnel respiratoire permet de diagnostiquer l'asthme. Parlez-nous maintenant des types de l'asthme que nous rencontrons. Bon, pour les types d'asthme que nous rencontrons, il n'y a pas vraiment de classification claire et nette dessus. Je vais y aller en passant par les différentes causes. Donc, comme je l'ai dit, l'asthme peut être d'origine allergique. Donc, les personnes qui ont des allergies à un médicament, à un aliment, à une substance donnée. Donc, ce qui fait que quand elles ingèrent ces substances-là, il y a une réaction inflammatoire qui a lieu au niveau des bronches. À part ça, il y a l'asthme qui est non allergique. Là, les facteurs ne sont pas vraiment connus. Mais la crise d'asthme survient de manière, je dirais, sans facteur connu. Après ça, on a l'asthme professionnel. L'asthme professionnel, quant à lui, c'est plus causé par des agents. Par exemple, je prends le cas d'un menuisier qui travaille tout le temps avec du bois.
Donc, dans une scierie, donc s'il est en contact avec les copeaux de bois, il inhale ça, ça peut lui donner une crise d'asthme s'il est déjà prédisposé à ça. Les gens qui travaillent avec des matériaux, des substances chimiques, donc tout ça peut donner des crises d'asthme. Donc, on appelle ça asthme professionnel. Et bon, à part ça aussi, il y a, selon la gravité, il y a l'asthme simple. Donc, c'est la crise d'asthme qui est spontanément résolutive. Et il y a l'asthme grave. C'est une crise qui ne se guérit pas uniquement de son plein gré. Il faut qu'on mette un traitement pour guérir de la crise d'asthme. Donc, c'est un peu ça. L'asthme allergique, l'asthme non allergique, l'asthme professionnel, également l'asthme grave. Oui. Ce sont là les types d'asthme que nous notons. Et pourquoi consacre-t-on une journée mondiale à l'asthme? Parce que je l'ai dit à l'entame, le 2 mai dernier, c'était la journée internationale de l'asthme. Déjà, il faut savoir que l'asthme est une pathologie qui est assez fréquente au plan mondial. Euh, je n'ai pas les statistiques en tête, mais je sais que environ 4 à 8% de la population béninoise souffre d'asthme normalement, donc, mais n'est pas diagnostiquée. Et c'est au stade de complication que la personne vient à l'hôpital maintenant qu'on fait le diagnostic d'asthme et c'est assez compliqué de la prendre en charge dans cet état d'esprit. Donc, l'OMS, en partenariat avec une autre association, la GINA, a décidé au fait d'instaurer cette journée-là pour rappeler au monde entier que l'asthme existe, pour sensibiliser toute personne sur l'asthme et ses dangers, et pour aussi essayer de faire du traitement contre l'asthme et de la prévention de l'asthme une réalité au plan mondial. Donc c'est pour ça que ces associations ont décidé de la journée mondiale de l'asthme. Donc, cette journée est consacrée à la sensibilisation sur l'asthme. Comment vivre avec l'asthme et à part les sensibilisations et autres, qu'est-ce qui est fait concrètement? Cette journée est faite de quoi concrètement? Bon, cette journée, dans la majorité des cas, elle est faite de sensibilisation. Donc, on va faire des affiches, des panneaux de sensibilisation. On va organiser des webinaires, des conférences. Et on va aussi, bon, dans certains pays, on organise des campagnes de dépistage de l'asthme qui sont systématiques. Mais bon, je ne pense pas que ce soit encore le cas chez nous ici. Donc, c'est un peu ce qui se fait lors de ces journées-là. Donc, tout est mis en œuvre pour permettre aux gens qui sont asthmatiques d'être vite diagnostiqués, vite pris en charge et que ça ne limite pas leurs activités au quotidien. C'est tout. D'accord. Et est-ce que l'asthme peut s'aggraver lorsqu'il n'est pas traité correctement? Et oui, effectivement, l'asthme peut s'aggraver s'il n'est pas traité correctement. Comme je l'ai dit plus tôt, l'asthme peut être spontanément résolutif, donc ça se guérit de lui-même, la crise se guérit d'elle-même, ou bien ça se guérit avec un traitement médicamenteux. Donc, même si la crise se guérit d'elle-même, il faut savoir qu'il existe un traitement de fond, donc un traitement que la personne va prendre tout le temps, même si elle n'a pas la crise, ce qui va prévenir l'apparition des crises d'asthme. Si la personne n'est pas sous ce traitement et continue à faire des crises à répétition, ça va endommager les bronches. Et si ça endommage les bronches, elles ne seront plus capables d'amener l'air correctement au niveau des poumons. Et c'est ça qui va occasionner plusieurs complications, dont l'hypoxie par exemple. Donc la personne va manquer d'air et peut en mourir si rien n'est fait. Et quels sont les moyens de prévenir les crises d'asthme au quotidien? Bon, il existe plusieurs moyens pour la prévention des crises d'asthme au quotidien. Je vais subdiviser ça en deux volets. Il y aura un volet individuel et un volet collectif pour la communauté. Le volet individuel, c'est d'abord au plan de la personne même. L'asthmatique, c'est savoir qu'il est asthmatique et savoir quels sont les déclencheurs de sa crise et éviter au maximum le contact avec ces déclencheurs-là. Je suis asthmatique, je sais que la poussière me donne la crise d'asthme, je me débrouille pour que dans mon environnement, il n'y ait pas de poussière. Si je sais que c'est en consommant de l'arachide que ça vient, je me débrouille pour ne pas consommer d'arachide, ainsi de suite. En plus de ça, il faut prendre les médicaments de traitement de fond tous les jours régulièrement. Donc, il ne faut pas sauter de jour de traitement. Ça prévient l'apparition des crises. Et maintenant, si malgré toutes ces précautions, les crises arrivent à cause d'un moment d'inattention, il faut rapidement prendre le traitement curatif. Donc, le traitement curatif sera à prendre dès qu'on sent que la crise est en train d'arriver.
Et si la crise ne se résout pas, on va à l'hôpital. Ça, c'est au plan individuel. Maintenant, au plan collectif, comme je l'ai dit, c'est sensibiliser les gens de l'entourage. Parce qu'une chose est de savoir qu'on est asthmatique, mais une autre chose, c'est de faire comprendre à l'entourage que l'on est asthmatique. Parce qu'on se rend compte que dans notre contexte, il y a plusieurs asthmatiques qui ont un entourage qui ne mesure pas encore la gravité de ce que les déclencheurs de la crise d'asthme peuvent donner. Donc, je vis avec des gens, ils savent que je suis asthmatique, donc ils m'aident à maintenir un environnement propre. Ils m'encouragent à contrôler mon alimentation, ils m'encouragent à ne pas dévier au fait de travers pour que la crise ne vienne pas. Et si la crise arrive aussi, ils m'aident. Parce qu'en pleine crise, ce n'est pas évident que la personne prenne les médicaments parce que la personne a une sensation de gêne, c'est comme si elle allait mourir, donc c'est pas là. Elle aura vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider à prendre les médicaments, de quelqu'un pour l'aider à se gérer. Donc c'est ce rôle d'accompagnement-là que je mets dans le volet collectif. C'est bon. Ok, d'accord. On va donc dire que la prévention des crises d'asthme ça se passe individuellement et collectivement. Quels traitements ou comportements permettent de bien vivre avec l'asthme? Déjà, il faut savoir que l'asthme, c'est une maladie qui est totalement évitable. D'abord, je tiens à le préciser. Maintenant, il faut seulement adopter les bons comportements. Et quels sont ces bons comportements? Déjà, premièrement, ne pas surmener son organisme. Quand je dis surmener son organisme, c'est de plusieurs ordres. J'ai déjà abordé une partie dans la prévention en disant le fait de ne pas manger ce que l'organisme ne peut pas supporter. Tu as qu'on est allergique. Oui, ce à quoi on est allergique. Ça, c'est un. De deux, ce ne pas forcer par exemple sur les activités physiques. Parce que les asthmatiques ont plus tendance à développer leur crise quand elles sont soumises à un effort intense. Ok. Donc, faire beaucoup de sport, non. Sauf si avant de faire le sport, on a pris ces médicaments histoire de prévenir l'apparition de la crise. Et même là, il faut se surveiller. Donc ça, c'est les comportements sur le point de vue de la personne, je dirais. Maintenant, sur le point de vue de l'entourage, comme je l'ai dit, d'ailleurs dans la prévention, c'est de faire tout possible pour que la personne asthmatique n'ait pas à faire de crise. Donc, c'est un peu ce que je dirais par rapport au comportement à adopter. Maintenant, par rapport au traitement de l'asthme, je pense, ou bien nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Oh oui, les comportements et traitements. Comportement et traitement, voilà. d'accord. Pour Donc, bien vivre avec la maladie. ou bien il y avait la maladie. Déjà par rapport au traitement de l'asthme, comme je l'ai dit depuis le début, il y a deux types de traitements. Il y a un traitement de fond, donc un traitement que la personne va prendre tout le temps, et il y a un traitement de la crise. Donc quand la crise arrive, il y a son traitement à elle qui est là. Donc le traitement de la crise, c'est le traitement que l'on prend quand on commence à avoir sa crise d'asthme. C'est rapide, ça ne dure pas, ça permet à la crise de se résoudre, et après on continue avec le traitement de fond. Donc le traitement de fond, c'est le plus souvent des corticoïdes. Donc on a dit que c'est une inflammation, donc on aura besoin de corticoïdes pour faire baisser l'inflammation. Donc ça veut dire que ça va agir sur les bronches, ça va faire que ce sera toujours bien dilaté, il n'y aura pas d'inflammation, il n'y aura pas de sécrétion de liquide de manière excessive. Tout sera OK pour permettre à l'air de passer. Et aussi, il y aura ce qu'on appelle les bêta-mimétiques. Les bêta-2-mimétiques, bon, c'est un gros mot pour parler seulement de tout ce qui est aérosol, donc salbutamol, ce que les asthmatiques prennent, ils font et Dans le nez. bon, pas forcément dans le nez, parce Dans la que bouche. dans la bouche, sous forme de spray, ils retiennent leur respiration. Tout ça, c'est pour aider les bronches à être le plus dilatées possible, permettre le passage de l'air et de prévenir la crise d'asthme. Maintenant, pour le traitement de la crise en elle-même, c'est toujours ces médicaments dont j'ai parlé là, mais on va plus mettre l'accent sur les bêta-mimétiques. Parce que les bêta-mimétiques, c'est eux qui vont dilater au fait le calibre des bronches. Donc, quand il y a la crise, c'est la réduction du diamètre des bronches qui est le vrai problème au niveau de la crise parce qu'il n'y a pas suffisamment d'air qui rentre. Donc, si on arrive à augmenter ce diamètre-là, on règle la grande majorité du problème là. D'abord, le temps que la crise se calme, avant maintenant de passer au traitement de fond. Donc, c'est un peu ça pour le traitement. Ok, il apparaît que l'asthme et l'hypertension artérielle ne font pas bon ménage. Qu'est-ce qui explique cela? Déjà, les pathologies chroniques, en gros, ne font pas bon ménage. Mais bon,
Je n'ai pas d'explication toute faite sur le lien entre l'asthme et l'hypertension artérielle. Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que quand le diamètre des bronches est réduit, ça va faire que la pression que le sujet va exercer au fait pour tousser ou bien pour expirer sera plus grande. Si en plus de ça, la personne est hyper tendue, sachant que l'hypertension artérielle, c'est l'augmentation de la pression au niveau des artères. Donc, je prends un exemple simple. Si je suppose que la personne est hyper tendue, non connue, qu'il est asthmatique, il est non suivi aussi, à un niveau donné, il sera en train de faire sa crise. Maintenant, dans la crise, il peut lui arriver de tousser pour essayer de cracher, les crachats dont j'ai parlé plus tôt. Donc, si on ne sait pas faire, les vaisseaux pourront se rompre éventuellement et créer une pathologie, une autre maladie. Donc, ça peut coûter la vie. Ça, je n'ai jamais vu ça, mais ça peut coûter la vie quand même. Ça peut coûter la vie. D'accord, c'est la fin de cette émission. J'ai reçu pour vous, auditeurs de Radio Afrique Santé, Dr Ronel Rondekan. Il est médecin. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. La collaboration technique a été assurée par Francis Ibikunle à la présentation. Je suis Rachel Koussassi. À la prochaine. En termes faciles,